bonjour tout le monde et bienvenue. Nous sommes dans le webinaire Mieux connaître le contrat d'emploi durable. Donc, durant ce webinaire, on dira tantôt le CED ou le CED d'ailleurs pour les acronymes. Je suis Marie-Claire May, je suis chargée d'animation au Greffe Bretagne. Donc, je serai avec vous pendant cette heure et nous avons tout un ensemble d'intervenants qui vont donc nous présenter le contrat d'emploi durable. C'est un dispositif partenarial, une action commune pour favoriser l'emploi dans le domaine de l'aide à domicile et ce domaine qui peine à recruter. Le webinaire vous est proposé par la DRETS, la région, les réseaux d'aide à domicile, l'UNA, le CCAS et l'ADMR, Pôle emploi et les OPCO. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos intervenantes et intervenants. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour l'adresse Christelle Bérard, qui est chargée de mission coordination de l'action territoriale. Yves-Marc Guedes, qui est adjoint à la responsable du pôle économie, entreprise, emploi et responsable du service accès retour à l'emploi et formation professionnelle. Et Géraldine Blanchet-Clisson, qui est référente apprentissage chargée de pilotage des parcours emploi compétences, donc les PEC. Bonjour à vous. On accueille également Lucie Leblé, qui est responsable de dispositifs de formation, référente du secteur des services d'aide à la personne à la région. Bonjour. Bonjour. Philippe Poliac, qui est directeur adjoint des opérations, responsable partenariat et FSE de Pôle emploi. Sophie Neveu, qui est conseillère formation à l'OPCO des entreprises de proximité. Gaël Segretina, qui est conseiller emploi-formation à la délégation ouest de l'OPCO Cohésion sociale. On vous propose également un témoignage côté employeur et nous avons donc le plaisir d'accueillir Hervé Legal, qui est directeur général d'AS Domicile, et Emmanuelle Coton, qui est tutrice CED dans cette entreprise. Thomas Robert, un de mes collègues, est aussi avec nous et avec vous dans le chat pour recueillir vos questions. Donc, vous pouvez les poser à tout moment dans le chat. Lucie Leblé, je vais vous donner la parole pour nous présenter les origines de ce dispositif. Merci. Bonjour à tous. Alors les origines sont somme toute assez simples. C'est ce que vous présentiez au tout début. Le secteur de l'aide à domicile fait face, comme vous le savez, à des difficultés d'attractivité, pâtit de déficit en recrutement. Et pour le coup, en 2018, les partenaires territoriaux et notamment en Cornouailles, le dispositif a démarré en Cornouailles en 2018, se sont mis autour de la table pour lancer ce dispositif qui est somme toute une manière d'allier la formation et un emploi durable à la clé. Et pour le coup, ces éléments de déficit d'attractivité étant toujours de mise malheureusement aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir proposer d'essaimer cette proposition de réponse sur la région au global. Je vous remercie. Et quels en sont donc les différents objectifs? Alors, de manière très pratico-pratique, c'est essayer de répondre collectivement. Quand je dis collectivement, c'est parce que, comme vous voyez, on est beaucoup de monde autour de la table, mais chacun avec ses compétences de répondre et d'essayer d'agir sur les leviers d'attractivité, autre que la rémunération, à savoir, par exemple, le niveau de qualification des stagiaires et de formation, mais aussi l'accompagnement en emploi en proposant notamment du tutorat et du tutorat renforcé. Mais oui, effectivement, on voit qu'il y a une forte complémentarité entre les différents acteurs qui sont impliqués. Christelle Bérard de la DRETS, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage également et notamment ce qui a fondé ce dispositif? Oui. Alors, le contrat d'emploi durable, le CED, c'est un contrat d'engagement qui vise l'intégration durable des professionnels de l'aide à domicile. Et il est fondé sur 4 piliers qui sont incontournables. Et ces 4 piliers garantissent une meilleure attractivité des emplois et l'insertion durable des salariés du secteur. Alors, parmi ces 4 piliers, le premier, c'est très important, c'est que c'est une embauche en CDI exclusivement, donc un contrat à durée indéterminée. Le deuxième pilier, c'est un accompagnement tutoral renforcé.
dans le cadre de la formation et ensuite lors de la prise de fonction de la personne au moment de l'intégration dans l'emploi de la personne sur le métier d'aide à domicile, qui est ce tutorat qui est exercé par une personne qui est déjà en poste. Voilà, troisième pilier, l'obtention d'une formation qualifiante complète, à savoir le titre ADVF, assistant de vie aux familles, qui peut être complété par la spécialité handicap. Cette formation qualifiante, elle se fait en amont de l'embauche du salarié et elle est d'une durée de 6 mois. Et puis, quatrième pilier, c'est le temps d'activité professionnelle qui est choisi par le salarié. Il peut choisir sa quantité de travail qui est adaptée à ses besoins au moment de la signature du contrat et cette quantité de travail peut aller jusqu'au temps complet. Et au regard des premiers retours d'expérience, ce pilier a permis d'élargir les profils des publics recrutés. Voilà, en gros, les piliers du CED. Très bien, merci. Monsieur Poliac, peut-être que vous pouvez nous donner plus de précisions, d'ailleurs, notamment sur la mobilisation des employeurs dans ce cadre-là. L'idée, c'est de dire que la mobilisation doit se faire à deux niveaux. Elle doit se faire tout d'abord au niveau des employeurs et au niveau des demandeurs d'emploi. Ce que vient de dire Madame Bérard à l'instant, c'est très important parce que les 4 piliers qui sont essentiels vont nous permettre de faire venir du monde sur le secteur de l'aide à domicile. On le disait tout à l'heure, hein, le secteur est très en tension, mais tous les autres secteurs sont aussi en tension. Donc, il faut se distinguer et pour pouvoir sortir un peu, tirer son épingle du jeu et pouvoir attirer du monde sur ces secteurs. De l'autre côté, les employeurs vont devoir aussi faire l'effort d'être très visibles sur leurs besoins, sur leurs offres, et de se coaliser et de venir travailler avec nous, avec les OPCO, avec la région et avec les autres partenaires pour monter quelque chose de concret et d'amener ce qu'on appelle, on va dire, quelque chose de clé en main, où il y a la formation, il y a l'emploi en CDI, il y a le tutorat, il y a l'indemnisation, il y a la possibilité aussi pour l'employeur d'avoir des mesures d'aide dans le cadre qu'on appelle des PEC, des contrats aidés, ce qui permet à tous, aux demandeurs, aux employeurs, de se retrouver et ensuite de faire un bout de chemin ensemble, mettre le parcours en place et de pouvoir trouver des solutions. Très bien, je vous remercie. Et pouvez-vous nous donner quelques informations, notamment sur le déroulement du sourcing, le recrutement, voilà, comment ça s'articule? Alors, ce qu'on appelle le sourcing, en tout cas le recrutement attirer en tout cas déjà du monde par rapport à ces métiers. Donc, je le disais, tout d'abord, attirer avec l'offre CED particulière, attirer les employeurs aussi qui peuvent voir qu'il y a une partie de prise en charge, notamment sur une partie salariale ou des charges sociales ou autres qui peuvent être réduites. Ce qui est important aussi, c'est que depuis peu, le gouvernement a mis en place un plan qu'on appelle le plan MET, le plan métier en tension. Il y a 23 métiers qui sont ciblés par ce plan, et notamment l'aide à domicile. Donc, l'aide à domicile étant ciblée dans ce plan métier en tension, on va mettre en place ce que l'on appelle des viviers sectoriels. Et toutes les personnes que l'on rencontre qui ont envie d'aller vers ces métiers sont positionnées dans ces viviers. C'est pas très joli comme ça, mais sont bien positionnés dans ces viviers. Et ensuite, on va pouvoir les orienter vers les employeurs ou les orienter vers la formation, ou les orienter vers un niveau supérieur qu'ils voudraient atteindre pour entrer dans ces métiers. Voilà, il y a tout un écosystème qui se met en place sur tous ces métiers en tension, mais comme l'aide à domicile en fait partie, c'est quand même assez intéressant parce que le Pôle emploi va se mobiliser. Alors, il n'y a pas que Pôle emploi, bien sûr, qui se mobilise, mais il faut penser aussi à appeler, on peut appeler les Cap emploi, on peut aussi appeler les missions locales sur ces parties sourcing et recrutement. Il ne faut pas rester que sur Pôle emploi forcément. Mais voilà, on va pouvoir vous aider à aller chercher du monde, même si effectivement il y a une vraie concurrence entre les secteurs aujourd'hui. Le CED peut permettre aussi, comme je vous disais tout à l'heure, d'être un petit peu plus, peut-être un peu plus efficace, et en tout cas d'aller chercher du monde sur le marché du travail. Même si on sait en Bretagne, avec un taux de chômage à 5,9, ça devient de plus en plus difficile.
Je vous remercie. Et il y a une question dans le chat qui concerne la différence avec le dispositif PWEC. Et notamment, on avait évoqué aussi les différentes modalités, la MSR, l'immersion facilitée. Donc, Je veux bien répondre si vous voulez. Alors, une des principales différences, c'est que, en fait, on propose une certification complète, en fait, par rapport à un dispositif VOPC, mais je pourrais laisser aussi mes collègues de l'OPCO répondre. En tout cas, sur le dispositif CED, la notion de certification complète est importante parce que c'est un élément, en fait, de la sécurisation et de la durabilité en emploi. Voilà, c'est un des éléments principaux, en fait, de la différence de mon point de vue. très bien, je vous remercie. Et si je puis ajouter par rapport à compléter ce que disait Philippe sur la question du CED, donc il y a tout le sourcing qui est effectivement mené par Pôle Emploi. Et puis sur la question du recrutement, il y a aussi ce qui maille en fait, ce qui fait la spécificité de ce CED, c'est qu'on maille une certification complète avec un engagement à embaucher en CDI dans la foulée de cette formation. Ça veut dire que l'employeur est pleinement impliqué en fait dans le recrutement aussi des personnes qui vont être identifiées, qui sont candidates, en lien aussi avec l'organisme de formation, au titre lui de son expertise dans le suivi et de la capacité du candidat à pouvoir aussi mener à bien la formation. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle aussi de complémentarité de tous les acteurs autour de ce dispositif, parce qu'il y a à la fois Pôle emploi, l'organisme de formation, l'État, la région. Enfin voilà, c'est assez complet. Chaque acteur a sa partition à jouer. Merci beaucoup. Justement, il y a une autre question sur les organismes de formation. Quels sont-ils Alors, je peux répondre aussi puisque ça concerne la question du financement de la formation. En fait, c'est la formation ADVF présentée par Christelle tout à l'heure. C'est donc une formation ADVF avec le CCS Handicap qui est financée dans le cadre du Qualif Emploi Programme, donc qui est le dispositif de formation à destination des employeurs financé par la région. Donc voilà. Et donc, ce sont les organismes mandataires des marchés Qualif Emploi dans l'aide à la personne. Alors, en l'occurrence, c'est soit le GRETA, soit le CLPS, soit l'AFPA, selon le territoire en Bretagne, qui dispensent cette formation ADVF. Très bien, mais je vous remercie. Il y a une question également sur le type de public, le type de candidat qui pourrait rentrer dans ce dispositif. Et aussi, peut-être que c'est intéressant que vous nous partagiez quelques chiffres, justement, par rapport à ça. Pour le coup, je pourrais intervenir, mais alors si vous parliez des chiffres, Marie-Claire, je peux peut-être d'abord répondre à la question finalement qui est posée sur le profil de public. Ce sont les profils de public, ce sont les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. En tout cas, le public éligible au Qualif emploi, ce sont les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, tout très simplement. Comment dire, sur certaines sessions, donc c'est sur cette question des chiffres que j'arrive. Il y a déjà 11 sessions qui ont pu être mises en place, 11 sessions CND depuis 2018, ce qui représente à peu près 112 personnes qui ont été formées et embauchées dans ce cadre. Il y a près de 76% de personnes qui ont effectivement signé un contrat à l'issue de ces sessions de formation. Et ça a pu représenter un panel des profils assez large, puisque sur certaines sessions, la méthode de recrutement par simulation, c'est-à-dire portée par Pôle emploi également, c'est-à-dire une méthode de recrutement sans CV, a pu permettre aussi de recruter des personnes qui n'étaient pas forcément, qui avaient de l'expérience dans le domaine, dans ce domaine-là. Mais peut-être que Monsieur Le Gall peut compléter, qui a une expérience aussi sur le profil des personnes qui ont pu être recrutées. Effectivement, depuis le début du dispositif, on a essayé d'accueillir tous les publics en disant de s'adapter, sachant qu'effectivement, il faut quand même que les gens aient surtout une motivation et une volonté de s'intégrer dans la relation à la personne et dans l'aide à la personne. Mais c'est vrai qu'on a bien vu dans le maillage des différents.
différents acteurs permis avec des gens en tout cas moi en tant qu'employeur, j'imaginais pas du tout aboutir en tout cas à des résultats, des personnes qui étaient soit en insertion, soit avec d'autres profils complètement extérieurs, en tout cas au domicile ou à l'aide humaine de manière générale. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui il faut aussi faire un peu confiance sur l'accueil des publics. Et de toute façon, comme on l'a évoqué depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a une telle tension, je pense qu'il faut partir aussi de la bonne volonté des personnes et après mettre en place les différentes étapes du sourcing et du recrutement pour ne pas mettre des gens en difficulté après et pouvoir les accompagner au mieux. La région, l'adresse permet quand même de faciliter en tout cas le bon choix pour les candidats. Je vous remercie. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Je vous remercie. Je ne vais pas toutes les prendre au fur et à mesure. On aura un temps aussi dédié à la fin. On évoquait justement les différentes méthodes de recrutement. Monsieur Pauliac, est-ce que vous pourriez nous repréciser tout cela, s'il vous plaît? Les méthodes de recrutement, je le disais tout à l'heure, donc elles ne diffèrent pas d'un secteur à un autre. Néanmoins, Lucie a parlé de la méthode de recrutement par simulation, qui est une méthode qui, effectivement, sans CV, qui permet de réunir les personnes, quel que soit leur diplôme ou leur niveau, et de voir un petit peu quelles sont leurs habiletés, quelles seraient leurs habiletés à pouvoir entrer dans ces métiers. Comme le disait l'association d'aide à domicile à l'instant, on ne va pas mettre les gens en difficulté non plus. C'est des personnes qui vont venir, qui vont, entre guillemets, se tester, c'est pas vraiment des tests, mais se situer par rapport à ces métiers, voir si ça les intéresse, comment ils se retrouveraient dessus. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour aller accompagner les jeunes enfants, mais pas forcément les personnes âgées. Enfin voilà, il y a plein de choses des choses qu'il faut leur expliquer, les mettre en situation et voir comment ça se passe. Et deuxième élément qui est possible aussi également, c'est de passer par ce qu'on appelle les PMSMP. Alors, ce nom barbare, c'est les périodes de mise en situation en milieu professionnel, sur lesquelles les entreprises peuvent s'inscrire directement maintenant. C'est-à-dire, on appelle ça l'immersion facilitée. C'est un outil où vous, en tant qu'entreprise, vous vous inscrivez et les personnes peuvent se mettre en relation avec vous directement pour venir, entre guillemets, s'immerger dans votre entreprise pendant quelques jours, peut-être une semaine, et voir comment ça se passe réellement. Et là, je crois que c'est des fois la meilleure façon de se dire, bah voilà, c'est là que ça déclenche des envies, des besoins, d'aller plus loin, de rentrer dans le CED et puis de faire tout le parcours de formation et d'embauche derrière. Aujourd'hui, ça vient de se mettre en place. Il y a des milliers d'entreprises qui commencent à se positionner sur cette immersion facilitée. C'est assez simple à faire. S'il y a besoin, on vous donnera les coordonnées, le lien peut-être pour y aller. Et puis voilà, donc des différentes méthodes de sourcing, de recrutement et puis de mobilisation du public. Très bien, je vous remercie. Madame Bérard, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'articulation de ce dispositif avec les PEC, ou pardon, c'est peut-être Madame Blanchet-Clisson. Oui, c'est plutôt Madame Blanchet. Donc, le bénéficiaire signera à l'issue de la formation un contrat aidé, donc qu'on appelle aussi un PEC. Donc, c'est un contrat aidé qui donne droit à l'employeur du secteur non marchand et une aide de l'État en contrepartie du parcours d'accompagnement qu'il met en place. Donc, les PEC doivent faire l'objet d'une prescription donc, par le service public de l'emploi, donc soit Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi ou le conseil départemental 35. Et donc, dans le cadre du CED, les PEC sont conclus en CDI, comme on l'a vu précédemment. Donc, l'aide de l'État peut être accordée pour une durée de 9 à 11 mois et peut être renouvelée dans la limite de 24 mois sous certaines conditions. Donc, un minimum de 20 heures de travail hebdomadaire est requis. Et dernièrement, l'aide publique est calculée sur la base d'un pourcentage du SMIC horaire en fonction des caractéristiques du bénéficiaire. Exemple, on a des taux de 30 à 60% en fonction du public ou du territoire, en fonction style travailleur handicapé ou du territoire. La modulation est propre à chaque région et en prenant la forme d'un arrêté préfectoral qui est pris chaque année. Voilà. Merci beaucoup. J'ai vu dans le chat qu'il y avait une question sur la durée du tutorat.
et la formation. Et donc, ça me permet de faire la transition avec justement la formation des tuteurs et des tutrices, et notamment au niveau des OPCO. Madame Neveu et Monsieur Segretina, si vous voulez bien voilà, nous dire quelques mots sur comment ça se déroule à votre niveau. Bonjour à tous. Donc concrètement, voilà, moi je vais parler pour les entreprises qui relèvent du champ de locaux des entreprises de proximité. Donc, il est vrai qu'à ce jour, on n'a pas encore de visibilité sur les financements disponibles sur 2023. Mais une chose est sûre, c'est que la branche professionnelle du secteur privé va prendre des décisions incessamment sous peu, justement concernant l'accompagnement financier sur la formation des tuteurs. Donc, à savoir qu'il y aura de toute façon le plan de développement des compétences et certainement sur 2023, puisque la convention est en cours de signature, un financement spécifique avec la CNSAF. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas à ce jour, en ce qui concerne les entreprises qui relèvent de l'OPCO-EP. Je vous remercie. Bonjour, je prends le relais, donc Gaël Segretina, je suis conseiller en formation au sein de l'OPCO Cohésion sociale. Et donc là, je vais parler pour les adhérents d'Uniformation, de la branche de l'aide à domicile à but non lucratif. Effectivement, on peut financer la formation des tuteurs. Alors après, il y a aussi pas mal de tuteurs qui ont déjà été formés. Donc ça, il faut revérifier s'ils sont formés, s'ils ont été formés récemment ou pas. Il est possible de financer la formation des tuteurs. Alors là, c'est pareil. Un peu comme le dit Madame Neveu, nous aussi, on attend les critères de la branche pour 2023. Mais globalement, le financement, je dirais, le plus commun, c'est dans le cadre du dispositif CNSA. Et donc, les structures qui peuvent en bénéficier, vous avez reçu de notre part un recensement de besoins pour 2023 qui est à nous renvoyer pour le 15 novembre. Donc, si vous souhaitez participer au dispositif et que vous pensez qu'il faut former des tuteurs qui n'ont pas été formés, du coup, il faudra intégrer dans votre recensement de besoins ces besoins de formation et les chiffrer. Voilà. Donc là, il peut y avoir une prise en charge aussi bien au niveau du coût pédagogique que des frais annexes, mais également de la rémunération pendant que le tuteur il est en formation. Voilà, donc c'est principalement sur ce dispositif. Après, il peut y avoir aussi d'autres solutions via le plan de développement des compétences, que chaque structure a un budget formation aussi dédié, et éventuellement, mais là c'est un peu moins intéressant, sur les fonds d'alternance. Donc moi, j'irais plutôt sur la CNSA en priorité. Très bien, merci beaucoup. Et par rapport à la formation des stagiaires, Madame Leblier, oui, pour dans le chat justement pour le coup, sur le financement de ces formations. Qui les finance? Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. La formation ADVF est puis complétée par le certificat complémentaire de certification, la spécialité handicap est financée dans le cadre du Qualif Emploi Programme, donc qui est le programme de formation destiné aux demandeurs d'emploi financé par la région Bretagne. Ce qui est d'important de rappeler, c'est qu'effectivement c'est une formation complète, donc qui permet l'alternance en fait d'apport théorique, mais aussi de temps d'entreprise. Et le bénéfice en fait dans le dispositif CED, c'est que les stagiaires en fait font leur stage en fait dans l'entreprise, dans la structure dans laquelle ils vont être embauchés par la suite, accompagnés justement du tuteur de la structure, ce qui sécurise pleinement l'intégration par la suite en emploi de la personne, qui peut bénéficier aussi de ce temps tutorat au moment de son intégration, de son embauche définitive à l'issue de la formation. Je vous remercie. Justement, ça nous fait une bonne transition avec Monsieur Le Gall et Madame Coton, puisque justement, Madame Coton, vous êtes tutrice et Monsieur Le Gall, vous avez mis en place ce dispositif dans votre structure. Alors, peut-être effectivement reprendre comment on articule aujourd'hui ce travail-là au niveau des contrats d'emploi durable, des CED ou CED sur notre association. Clairement, on voit bien que l'articulation des 4 points nous, notre travail, c'est de nous... Pardon? Non, parfois ça coupe, mais on vous entend. Ah d'accord, bon, désolé. Donc l'idée pour nous, en tout cas, c'est vraiment, dans ce travail des CED, c'est d'engager
en tout cas un CDI, donc d'être dans une collaboration durable avec les professionnels qui vont arriver, et puis aussi de leur proposer, en tout cas, l'expertise et les compétences là, que peut notamment proposer Emmanuel aux nouveaux collègues qu'on arrive, et c'est qu'il y ait un accompagnement qui soit dès le moment du sourcing pour que les gens, avant qu'ils s'engagent dans la formation, on puisse le cours professionnel va être en phase avec en tout cas le secteur du domicile, et dans un deuxième temps les accompagner tout au fil de leur formation pour qu'ils découvrent le métier. Et ensuite derrière, on l'a évoqué, on l'a vu dans les questions au niveau qui pouvait arriver en parallèle, c'est bien de se dire que le tutorat il s'arrête pas uniquement au moment où le collègue signe le CDI, mais vraiment autant que nécessaire pour sécuriser la prise de fonction au fur et à mesure dans l'emploi. Voilà en tout cas comment on le voit. Pour aller vraiment à l'essentiel, là on va démarrer bientôt notre 4e saison, comme on appelle ça. C'est un peu comme Netflix, on fait des suites tous les ans, et on voit qu'aujourd'hui c'est un dispositif qui est robuste dans le sens où tous les ans on n'a pas autant de candidats qu'on voudrait, puisqu'il y a vraiment une concurrence sur les formations et sur les emplois. Mais par contre, les gens qui viennent chez nous, en tout cas qui sont dans nos sessions CED, eh bien on a la chance en tout cas qu'ils restent. Et ils restent, c'est pas par hasard, c'est aussi grâce au travail là, je pense, d'Emmanuel et des collègues. Et peut-être, Emmanuel, préciser comment vous organisez un petit peu votre travail. Donc, moi, c'est Emmanuel Coton. Hein. Je suis aide à domicile depuis 2006 au sein de l'entreprise aide à domicile. Donc, ça va faire 17 ans. Et donc, on m'a proposé de rentrer dans ce dispositif des tutrices, de rentrer dans la formation en 2018. Et au début, j'avoue que je comprenais pas trop pourquoi former pour être tuteur, pour montrer mon métier. J'en voyais pas trop où ça voulait en venir. Mais en fait, ça nous a aidé pour aider nos futurs collègues, en fait, pour les aider à s'investir dans notre travail, ou expliquer notre travail, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être pédagogue, en fait, pour expliquer son métier. Et ça nous a beaucoup, sur 7 jours, on a eu ça sur 7 jours, avec des mises en situation. Et donc voilà, donc comment ça, on a une journée, en fait, quand les futurs collègues arrivent en formation avec nous, on a une demi-journée d'accueil. Elles nous suivent. Là, ton travail, comment ça se passe. Et là, on sent tout de suite si oui ou non, ça peut intéresser, quoi. Et ensuite, on a aussi un suivi pendant les stages. On les aide à faire leur dossier au niveau, parce qu'elles ont une présentation d'une situation à faire bien spécifique, qui les ont aussi préoccupées. Et donc, on est dans un accompagnement. Donc oui, dans la prise en fonction de l'autonomie, c'est ça qui est surtout un point de se retrouver seul, parce que c'est pas si évident et c'est pas inné de rentrer dans l'intimité des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est surtout ça qui bloque certaines personnes. Et donc on est là pour les accompagner, les aider à trouver un peu la façon de rentrer en communication avec les gens, et aussi de savoir prendre du recul, parce que des fois il y a des situations qu'on peut prendre pour nous, mais c'est en fait le contexte, c'est attaqué, mais la personne qu'on représente, voilà. Et que dire d'autre? Donc, au final, on peut dire que finalement, vous avez trouvé un intérêt dans cette formation. Tout à fait. Moi, ça m'a permis de remettre déjà mon travail en question, la façon dont je travaille, de prendre de la hauteur sur la façon dont je travaillais. Et ça m'a permis de prendre confiance en moi aussi, de me sentir valorisée. C'en est aussi. Et j'ai surtout un retour vis-à-vis de mes futurs collègues, qui sont des collègues maintenant. On est toujours en contact. C'est vrai que dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a une situation qui pose un souci, elles n'hésitent pas à m'appeler ou inversement. Enfin voilà, il y a un lien qui se crée et on ne s'est pas coupé, quoi. D'accord. Oui, ça permet de sécuriser les personnes aussi. Et puis voilà, on voit que l'accompagnement. Et de prendre du recul sur certaines situations, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on
seul. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est pas notre quotidien, se retrouver face à certaines situations, c'est pas évident. Et puis, d'avoir une collègue au téléphone et pouvoir prendre du recul sur la situation, de se dire au final, c'est pas si grave, ou c'est d'avoir un appui, quoi, de se sentir épaulé en fait, tout simplement, et se sentir solide, seul. Très bien, je vous remercie. Et j'en profite parce qu'il y avait une question dans le chat. Est-ce que les personnes embauchées en CDI sont toujours présentes dans la structure? Et donc, Monsieur Le Gall, je crois que c'est vous qui avez répondu que oui, à 80%. Oui. Ouais. Et en disant, on trouve que on a bien aimé 100, mais je crois qu'il faut aussi, on répond pas. Il y a aussi les personnes qui bénéficient du CED qui récupèrent aussi un plaisir. En tout cas, c'est un tremplin pour certains qui vont aller des fois chez des confrères dans d'autres secteurs. Je crois que ça fait partie du jeu. Après, il n'y a pas d'engagement. Je vois aussi une autre question sur les engagements. On n'en a pas aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un travail vraiment après de proposer des conditions de travail, de les ajuster un peu en fonction un peu des personnes qu'on a, en tout cas des conditions de travail, et puis aussi des challenges un peu aussi professionnels qui répondent à ce qu'ils attendent. Après, ça dépend aussi de la taille des structures, de l'organisation, mais en tout cas, nous, on fait cet effort-là, et puis on l'a évoqué aussi, c'est-à-dire qu'au-delà de ces aspects-là, toute la formation dont a bénéficié Emmanuel à côté de moi, ça permet aussi d'accompagner des personnes qui ne disposent pas du CED, et aussi de faire bénéficier cette expertise de tuteur à l'ensemble des professionnels. Donc, il y a quand même une synergie positive qui s'installe. Le mot à la mode, c'est traitement. C'est un peu le meilleur, parce qu'on n'est pas encore à 100%, mais ça consolide la prise de fonction. Merci beaucoup. Lucie, Madame Leblay, vous vouliez intervenir? Non, puis pour compléter ce que disait Hervé aussi, c'est qu'il y a aussi la synergie entre l'organisme de formation et puis les tuteurs des structures, c'est-à-dire que c'est un vrai travail aussi conjoint entre les formateurs de la DVF, l'organisme de formation. Il y a un vrai travail depuis le début ensemble, et je crois que c'est aussi un vrai vecteur de réussite. Ça sécurise pleinement les stagiaires parce qu'ils voient qu'il y a une très forte communication en fait, aussi bien du côté de la structure que de l'organisme de formation. Et ça, je crois que ça fait partie aussi du vecteur de réussite, en fait. Merci. Je reprends les différentes questions qu'il y a pu avoir dans le chat. Le volume de personnes recrutées par action et par année, on avait donné quelques chiffres un petit peu plus tôt. Donc, je peux les redonner si vous voulez. Effectivement, pour le moment, depuis 2018, il y a eu 11 sessions achevées à ce jour qui se sont mises en place, et ça représente à peu près 112 personnes de formées. Vous voyez, ça fait à peu près une dizaine de personnes. Normalement, c'est 12, mais une dizaine de personnes par session. Et ça rejoint les données que donnait Monsieur Le Gall tout à l'heure, mais il y a près de 76 personnes qui ont effectivement signé un contrat à l'issue. Très bien, je vous remercie. Il y a une question aussi. Est-ce que ce dispositif concerne que la Bretagne? Si quelqu'un a la... Alors, bonne question. Sur cette mouture-là, oui, c'est ce qu'on disait au démarrage de ce webinaire. C'est une proposition bretonne, cornouaillaise à la base. Il existe sûrement d'autres propositions ailleurs, mais ce dispositif en tant que tel, oui, c'est en tout cas à ma connaissance. Mais je ne sais pas si mes homologues ont une autre idée. Très bien. Et justement, on nous demande aussi comment mettre en place ce dispositif sur notre territoire. C'est Laetitia qui pose la question, donc je ne sais pas de quel territoire il s'agit exactement. Et il y avait également une question qui doit être à l'initiative de la mise en place du dispositif. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, voilà. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux employeurs qui souhaitent mettre en place le dispositif et qui contacter? Alors, je veux bien démarrer. Ça suppose, ça Monsieur Le Gall pourra le dire, le confirmer, mais ça suppose une synergie d'acteurs très importante. Vous voyez, on est très nombreux autour de la table, aussi bien pour mettre en musique en fait et coordonner en fait la mise en place d'une session, parce qu'à la base c'est une session de formation qui aboutit en fait à une embauche. Le premier point qu'on peut faire, c'est d'ores et déjà de fournir en fait des contacts, un référent départemental déjà.
qui permettra ensuite de voir s'il y a effectivement suffisamment de postes à pourvoir pour peut-être engager une démarche. Mais ça suppose effectivement peut-être une concertation aussi entre employeurs qui seraient intéressés pour pouvoir constituer un collectif qui pourrait, en lien avec l'organisme de formation, Pôle emploi, enfin, qu'on puisse démarrer la démarche. Très bien, merci. J'en profite pour dire que dans le chat, vous retrouvez le schéma du parcours d'intégration. Donc, vous voyez bien toutes les différentes étapes et quels acteurs interviennent à quel moment. Et il y a d'autres questions également. Alors, par rapport au financement, à nouveau, peut-être juste de reclarifier qui finance quoi. Donc, comment dire, la région. Oui. Quelqu'un peut prendre la parole, allez-y. Oui, Marie-Claire, Yves Marguedas pour la DRET. Donc sur la part financement, c'est ce qu'a indiqué Géraldine Blanchet-Clisson tout à l'heure. C'est-à-dire que l'un des aspects du CED, c'est que les investissements ou les efforts que réalise l'employeur en termes d'accompagnement du salarié dans son insertion professionnelle, que ce soit avant l'entrée dans l'entreprise ou après l'embauche, notamment sous forme de tutorat, ce qu'on a pu expliquer tout à l'heure. Dans le cadre du PEC, l'employeur bénéficie d'une aide publique à l'insertion, et qui est précisément là pour le défrayer des frais engagés à ce titre-là, et notamment du tutorat. Donc, en fait, une des sources de financement du dispositif, c'est l'aide publique à l'insertion associée à la signature d'un parcours emploi-compétences. Très bien, merci beaucoup. Il y avait également une question par rapport à comment s'articule le temps de travail et le rôle de tutrice, voilà, par rapport au temps notamment que vous y consacrez. Je propose qu'Emmanuelle vous réponde. Elle est bien concernée. Ah oui. Donc sur une journée, ou sur une semaine plutôt, on a des temps consacrés au tutorat. C'est-à-dire que on est dans notre entreprise, en tout cas ça se passe comme ça, on a une salle qui nous est dédiée sur ce temps de tutorat pour mettre à plat ce qui s'est passé sur la semaine ou sur les quelques jours qui sont passés, s'il y a eu des difficultés, si jamais elle éprouvait un besoin de clarifier quelques situations qui ont semblé un peu difficiles à vivre ou plus tard, si elle se projette en autonomie, ça se résume sur un temps de 2 heures par semaine à peu près, en moyenne, oui. Et c'est plus que nécessaire. Il y a eu des fois même où c'est entre nous qu'on s'est vu le temps d'un café, voilà, parce que ça suffisait pas en fin de semaine, voilà, c'était parce que ça se définit pas précisément. Des fois, c'est sur un temps donné, même en voiture, c'est arrivé aussi. Voilà, le tutorat, c'est pas que 2 heures par semaine, quoi. Je veux dire, c'est en voiture, c'est au téléphone, des fois le soir aussi, quand il y a une question qui vient par là. Donc, c'est difficilement quantifiable, on va dire, quoi. C'est la demande. Très bien, je vous remercie. Il y a quelques autres questions également. Alors, par rapport pouvez-vous nous donner quelques noms de centres de formation, donc y compris pour la formation des tuteurs? Je ne sais pas qui. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les organismes de formation qui sont intégrés dans une démarche, ce sont les organismes de formation qui mettent en œuvre le CALIF emploi programme, donc le programme régional. Donc, en l'occurrence, c'est selon les territoires, c'est soit les GRETA ou le CLPS ou l'AFPA, selon les territoires identifiés.
Très bien, merci. Et il y avait… Peut-être pour préciser, Oui. la formation des tuteurs, Lucie, aussi, on peut l'étendre aussi, parce qu'ils ne sont pas soumis au qualif emploi, on peut aussi étendre. Et là, je pense que les différents opérateurs de la région, on a quand même de la chance d'avoir de la qualité sur les opérateurs de formation. Je pense à Ascoria, qui a été l'initiateur et qui a apporté notamment les formations d'Emmanuel, mais des autres collègues, et qui a permis, en tout cas, de faire un travail sur mesure aussi sur ce qu'on attendait. Et en disant que le tutorat, c'est pas uniquement regardez la moitié, vous allez apprendre comment faire. C'est aussi se baser sur un référentiel métier et sur les usages. C'est-à-dire, Emmanuel l'a évoqué plusieurs fois, c'est le fait d'être isolé sur sa prise de fonction, sur comment on appréhende les différentes situations et comment on se projette dans la posture pour pas se retrouver en difficulté, soit personnelle, soit professionnelle. Merci beaucoup. Il y avait une autre question, également une session suppose combien d'offres d'emploi au minimum pour constituer un groupe? Et vous aviez répondu 12. Monsieur Le Gall, c'est ça? 12 candidats. Sous contrôle de Madame Leblay. Oui, en fait, ce chiffre de 12, c'est aussi pour être en cohérence, on le répète depuis le début, hein, c'est un dispositif partenarial, c'est aussi pour être en cohérence avec là plus une contrainte liée en fait à la mise en place de la session de formation. Certaines sessions on peut démarrer à moins, mais l'objectif visé c'est bien 12 candidats effectivement, ce qui suppose que l'on disait tout à l'heure une synergie aussi entre employeurs, puisque voilà, c'est un groupe finalement d'employeurs, 3, 4, 5, 6 d'employeurs qui vont mettre au pot commun leurs besoins en emploi pour pouvoir constituer effectivement un collectif de futurs professionnels qui rejoindront ainsi après chacun leur structure. Merci. Monsieur Guedes, vous vouliez intervenir? Oui, pour répondre à une des questions là, qui apparaissait dans le chat, c'est quid des grands employeurs publics pour ce dispositif sur les aides? Alors, une fois de plus, hein, sur les PEC en particulier, puisqu'une partie de l'aide est liée, comme je l'expliquais, à l'aide publique à l'insertion qui est accordée en même temps qui est associée au parcours emploi compétences. Les CCAS sont bien éligibles au PEC. Hein. Le PEC est un contrat aidé auquel sont éligibles des personnes des demandeurs d'emploi qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, hein, d'insertion professionnelle. Ça, c'est côté salarié. Côté demandeur d'emploi, et puis de l'autre côté, c'est un dispositif qui est ouvert à des employeurs du secteur non marchand, c'est ce que précisait Géraldine Blanchet-Clisson tout à l'heure, et les CCAS font bien partie du champ des employeurs éligibles au parcours emploi compétences. Merci beaucoup. Il y a une autre question très intéressante. Est-ce que une même structure peut finalement ouvrir une session, une session de 12 candidats peut-elle être mise en œuvre par une seule structure si nous avons suffisamment d'offres d'emploi? Et moi, je réponds pour qu'on aille vite. Oui, on peut faire. On avait démarré comme ça. Maintenant, ça dépend aussi vraiment de la taille des structures. Je pense que quand on a 300 salariés, on n'a pas les mêmes besoins que quand on en a 12. Mais là, pareil, je pense que différents employeurs, ça a quand même aussi une plus-value en termes de dynamique sur un territoire. Mais voilà, mais c'est possible techniquement. Très bien, je vous remercie. Il y avait peut-être encore une question sur justement comment cette synergie entre les employeurs, Pôle emploi, la région et tous les différents acteurs, comment ça se met en place au niveau local, départemental, régional? Je peux juste répondre pour la partie Pôle emploi, mais néanmoins, on met en place, on a une habitude de travail entre tous les acteurs qui sont là autour de l'écran et autour de la table en règle générale, hein, l'État, la région, les départements, les OPCO, les centres de formation, de mettre en place des comités de pilotage. Là, l'idée, c'est de mettre des comités de pilotage locaux, vraiment à l'endroit où les besoins ont émergé, et puis se voir assez régulièrement, pouvoir s'envoyer des messages, suivre l'opération. L'idée, c'est de suivre le parcours de ces personnes, et puis surtout ne pas les laisser dans la nature. Le fait d'être présent,
de montrer qu'il y a une synergie, qu'il y a une offre d'emploi derrière, qu'il y a de la formation, etc. Là, ça va permettre aux personnes d'être fidélisées, on va dire, et de les amener jusqu'au bout. Voilà, alors 80%, on a vu tout à l'heure. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. C'est comme ça que ça marche. Il y a l'offre, de la demande. Néanmoins, voilà, il y a un vrai le travail est à mettre en place par les partenaires, les uns les autres, pour essayer de fidéliser tout le monde autour d'un projet. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une session comme ça, c'est un projet, un vrai projet. Peut-être en complément de ce que vient d'indiquer Philippe Poliac, donc Yves Marguedes pour la DRET, l'idée qui a été posée par l'ensemble des acteurs qui s'adressent à vous, c'est qu'on puisse, c'est d'identifier des référents départementaux, qui sont soit des agents du conseil régional, soit des agents dans les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, et qui soient en quelque sorte les capteurs. C'est-à-dire que quand un projet est mûr, et alors là, ça suppose un minimum de synergie entre les employeurs, en tout cas s'il y a un groupe d'employeurs, mais dès l'instant où un projet que ce soit avec un seul employeur ou plusieurs est mûr, on vous communiquera, puisque c'est bien l'idée, une liste de référents départementaux. En principe, il y en a un ou deux par département, et l'idée, c'est que le référent départemental pour le département puisse être le point d'entrée, unique. Alors unique, après, si vous avez des contacts avec votre agence Pôle Emploi, l'info peut aussi remonter par là. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, l'idée, c'est bien que pour simplifier un peu la démarche, il y ait un interlocuteur départemental unique qui prenne l'information et qui est chargé, à la fois de la redistribuer au niveau local aux acteurs qui vont travailler concrètement sur le projet, c'est ce que disait Philippe, c'est-à-dire l'agence Pôle Emploi, les référents de la région, les référents des dettes, donc qui soient donc chargés de redistribuer l'information au niveau local pour que le travail partenarial puisse se mettre en place, montage des formations, mobilisation des contrats aidés, sourcing des candidats par Pôle Emploi, et puis également que ce référent départemental puisse faire remonter l'information au niveau régional, puisque, comme vous l'avez compris, derrière ce dispositif, il y a un certain nombre de moyens à mobiliser, que ce soit des contrats aidés, que ce soit des formations financées par la région, que ce soit éventuellement des formations, des financements de formation à mobiliser par les OPCO. Donc, ce référent départemental ou ces référents départementaux, ils ont également pour fonction d'alerter l'échelon régional où on peut programmer les moyens et de manière à pouvoir tout simplement permettre aux différents aspects du dispositif de se mettre en place. Voilà. Je vous remercie. Et d'ailleurs, il y a une question, est-ce qu'il y a déjà une personne référente dans le 35? Si vous savez. Oui, on va vous. Alors, je pense qu'on pourra on va vous diffuser dans la foulée, où on peut même vous mettre dans le chat, puisque la liste des référents existe. On peut effectivement vous mettre la liste des référents départementaux de mémoire pour le 35. C'est une collègue de la direction départementale, de la DETS 35. Et voilà. Mais on va vous mettre la liste les coordonnées. Là, ça y est, c'est dans le chat. Christelle vient de le mettre, les coordonnées des référents départementaux. Voilà. Je vous remercie. Il reste encore quelques minutes et je vois qu'il y a une personne qui partage une expérience. Le CCAS de Redon, donc en Ille-et-Vilaine, a participé à l'opération Pierrette et ça ressemble au dispositif. Les stagiaires ont été recrutés avec la méthode, la MRS. Donc recruter les candidats sans tenir compte de leur formation. Etc., pour les orienter vers une formation. Donc, merci pour ce partage. Sur la proportion du temps de formation et temps passé en tutorat dans la structure. Quelle est la proportion temps de formation et temps passé en tutorat dans la structure? Est-ce que vous avez
un éclairage à Alors, je ne sais pas si tout à fait si je réponds tout à fait à la question, mais en tout cas, le temps de formation donc dispensé, donc soit par l'organisme de formation, le temps d'ADVF, c'est à peu près ce qu'on disait 6 mois. Et il y a 3 temps de stage. Donc déjà sur ces 3 temps de stage qui durent 2 à 3 semaines, dont l'un qui concerne pas directement l'aide à domicile auprès des personnes en situation de dépendance, mais en tout cas sur ces temps de stage-là, ça correspond déjà à des temps où le tutorat est dispensé, hein, c'est ce que vous disiez Madame tout à l'heure, et puis il y a le temps d'intégration en emploi, mais sur la proportion, voilà, déjà au cœur de la formation, il y a au moins 2 temps de 2 à 3 semaines dédiés au stage. Je laisse mes homologues d'AS domicile compléter au besoin. Ouais, en disant qu'après les sessions de formation ont été très variables, on peut aussi en fonction des dispositifs et des financements possibles au fil des années. Emmanuel a bénéficié de 7 jours de formation, d'autres c'est 5 jours, 4 jours. On a vraiment modelé au fur et à mesure, un peu en fonction des besoins des tuteurs, un temps qui était adapté à chaque groupe qu'on allait former, en fonction de leur expérience, leurs prérequis, et puis des différentes formations qu'ils avaient mis en place. Après, comme on dit, on n'a pas fait de ratio général parce que derrière le tutorat, Emmanuel l'a évoqué, c'est-à-dire que des fois, ça s'adapte vraiment à certaines personnes. On a certaines personnes qui ont besoin de quelques heures par semaine, par-ci, par-là, et puis d'autres qu'on va accompagner beaucoup plus longtemps, 12 mois après la prise de fonction. Et puis, ça n'empêche pas que derrière, ça fait des super professionnels et qu'on est assez fiers, en tout cas, d'avoir avec nous. Mais voilà, on n'a pas de ratio sur cet aspect-là. Mais en tout cas, il faut compter pour la formation des tuteurs au moins 5 jours et considérer que sur un équivalent d'un temps plein, il faut être minimum à 2 heures de formation, comme l'a dit, 2 heures de tutorat par semaine derrière pendant 8 semaines en tout, à minimum. Pour certains candidats, on peut passer à 5 heures, clairement. Il faut se dire que c'est un investissement, en disant, voilà, certains ont besoin de plus de temps. Mais ça n'empêche pas, nous, on le voit sur la 4e saison, on sait que certains en ont pris plus de temps, puis aujourd'hui, ils sont toujours là, et là, ils sont épanouis, ils sont beaucoup peut-être plus à l'aise que d'autres qui étaient plus à l'aise au démarrage. Donc, ça répond pas complètement à la question, mais c'est de se dire on n'a pas tout rationalisé non plus sur les coûts. On voit juste, comme on a dit, 80% de maintien et d'intégration. Aujourd'hui, moi, j'ai tendance à dire que sur tous les dispositifs qu'on a essayé, dont l'apprentissage, c'est qui est le plus robuste, même si on n'a pas autant de candidats qu'on souhaiterait, mais voilà, entre le moment, l'investissement qu'on met et puis ceux qui restent, c'est celui-là qui nous convient le mieux. Merci beaucoup. Il y a une personne dans le chat qui dit, mais alors je ne sais pas de quelle structure vous êtes. Les stages de notre côté sont faits comme de l'alternance, 3 jours entreprise et 2 jours en centre, inversement. Donc je ne sais pas pour quelle structure ça. Merci pour vos partages dans le chat. J'en fais pas. Ah oui, vous êtes au Greta, merci. Alors, à ce jour, nous travaillons avec le CLPS qui forme des ADVF. Seulement, les stagiaires font des stages à domicile et en EHPAD. Cela semble nécessaire aujourd'hui pour l'obtention du titre actuel. Le titre délivré dans ce dispositif a-t-il un volet établissement ? Alors, je parle sous couvert de Monsieur Le Gall aussi, qui a pu expérimenter, mais de mémoire, alors hormis le stage qui est dédié normalement à la partie au module petite enfance, mais évidemment, normalement les 2 stages peuvent être effectués au sein de la structure qui sera la structure qui embauchera la personne. En tout cas, moi sur les moutures que j'ai en tête, les sessions, ça a pu se faire comme ça. Je ne sais pas si la personne du Greta qui intervient a peut-être un autre retour, parce que de côté Greta, il y a pu avoir aussi des sessions à se mettre en place côté Côte d'Armor. Mais de mémoire, ça se fait plutôt, ça peut se faire sur la structure. Les 2 stages se font sur la même structure. Merci. Et je propose peut-être de prendre une dernière question et puis la personne du Greta confirme ce que vous avez dit. Merci. Oui, je propose de prendre une dernière question avant de nous quitter. C'était sur comment promouvoir ce dispositif sur les territoires dans le cas, alors pour attirer de potentiels candidats
dans le cas où il y aurait pour le coup des difficultés à en trouver. Et notamment, la personne demandait s'il y avait des financements, mais je ne sais pas lequel ou laquelle d'entre vous pourrait apporter peut-être un éclairage, mais au moins sur des méthodes, voilà, comment promouvoir, peut-être par rapport à la communication. Là, je pense, en tout cas, il n'y a pas aujourd'hui de recettes toutes faites. Les bassins d'emploi sont pas du tout les mêmes un peu partout dans le Finistère. Puis je suis bien placé parce que on démarrait en Cornouailles et puis aujourd'hui je suis sur le Pays de Morlaix et on voit bien que sur les autres collègues qui ont pu travailler, on a vraiment des besoins spécifiques par territoire. Je pense qu'il y a aussi une synergie à créer entre les acteurs. Et par contre, il faut vraiment, là, ce Guedes l'a évoqué tout à l'heure, il faut que les employeurs aussi, voilà, ils mouillent un peu le maillot dans le sens où il faut qu'on ait des éléments, de faire des vidéos, enfin voilà, travailler sur un peu de la communication peut-être décalée, mais dire voilà, ce métier, c'est certainement l'un des plus beaux métiers du monde, mais qui est très très méconnu. Donc là-dessus, je pense qu'il y a par bassin d'emploi, il faut arriver aussi à créer en tout cas des choses qui correspondent à la sociologie. Et puis voilà, il n'y a pas de raison non plus toute faite, mais on arrive à trouver des candidats, un peu moins qu'avant, mais on arrive. Ça prend un peu plus de temps aussi, mais on arrive. Et puis surtout après, comme on dit, on n'a pas des sessions forcément toujours à 12 ou pour démarrer, malgré l'investissement, mais on arrive à avoir quand même des sessions qui vont au bout, puis des gens qui sont là après. Donc ça vaut le détour, quoi. Et après, on va avoir un essaimage un peu, c'est du bouche à oreille. Il y a des gens aujourd'hui qui nous rejoignent parce qu'ils savent qu'il existe ce dispositif-là, quoi. Oui, puis on peut peut-être garder aussi en tête le chiffre que vous nous partagiez tout à l'heure, que 80% des personnes étaient toujours avec vous aujourd'hui. Très bien. Est-ce que parmi nos intervenantes et nos intervenants, vous souhaitez apporter une information complémentaire? J'ai juste mis dans le chat l'immersion facilitée ou facile, comme on l'appelle, le lien. Donc, vous pouvez tous y aller directement et vous pouvez vous inscrire si vous avez des envies. Voilà, de recevoir du monde en immersion dans vos établissements. Je vous remercie. Alors, il y a une personne qui apporte un éclairage donc là, par rapport au sourcing et à la promotion du dispositif, qui est l'une des conditions clés de la réussite. De ce dispositif, nous recommandons d'associer dès le départ les acteurs locaux, Pôle emploi, les missions locales, les organismes de formation. Donc, merci Ludovic, je ne vois pas, Chiron. Je ne sais pas de quelle structure vous êtes, mais en tout cas, merci pour ce partage. Et allez, une dernière question. Vous avez été très actifs d'ailleurs dans le chat. Merci beaucoup. Donc pour AS Domicile, bénéficiez-vous depuis 4 ans des mêmes financements? J'étais en train d'y répondre. Alors, je vais le faire en direct, ce sera plus simple pour tout le monde. Ouais, c'est pas grave. Non, on n'a pas bénéficié parce qu'on est parti d'une expérimentation. Après, aujourd'hui, le tutorat, qui est en tout cas la valorisation du tutorat, c'est quand même dans notre spécificité de financement uniquement quand on intervient chez des personnes. Quand on a 2 interlocuteurs, un tuteur, un CED sur une même dispositif, il faut un financement complémentaire. Là-dessus, on a bénéficié vraiment de l'agilité au démarrage de la directe à l'époque, ensuite de la région Bretagne. À nouveau, là, comme l'a dit Monsieur Guedes, et ça c'est important, c'est la réintégration des PEC permet en tout cas de revaloriser cet aspect-là et le temps investi par les collègues au niveau de l'intégration des nouveaux collègues. Sur le reste, après, on a là, ce qui était fiable, c'est le Qualif Emploi qui a financé vraiment la formation des dispositifs, et puis l'engagement aussi de Pôle Emploi sur le sourcing parce que c'est une valeur sûre. Après, il faut bien voir aussi que la conjoncture n'est pas la même qu'en 2018 non plus. C'est-à-dire qu'en 2018, on avait plus de candidats que de places disponibles. Aujourd'hui, ça s'inverse. C'est quand même les candidats qui choisissent dans quel secteur ils veulent travailler et dans quelle boutique aussi. Voilà, il y a toujours une agilité et une vraie dynamique pour que ça marche. Maintenant, c'est jamais gagné d'avance. Et puis on voit bien que les financements publics ont tendance ne sont pas toujours forcément les mêmes, pas toujours suffisants. Donc il faut faire un peu de preuve d'agilité. Mais là, en tout cas, moi qui ai connu un peu les démarrages, sans vouloir faire vieux combattant, ça permet quand même d'avoir avec ces PEC là, qui sont institutionnalisés entre guillemets, ça permet vraiment d'avancer et de consolider un peu ce modèle-là. Et c'est une vraie valeur. En tout cas, pour nous, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Très bien, merci beaucoup pour ces informations supplémentaires. On arrive à la fin du webinaire, donc je tenais à vous remercier les intervenants et les intervenantes pour toutes ces informations que vous nous avez partagées. Je remercie également les personnes qui ont assisté au webinaire et puis qui ont participé activement avec toutes vos questions,
qui était très intéressante. Merci Thomas, Robert qui gérait le chat. D'ailleurs, peut-être nous, on avait une ressource aussi peut-être à vous partager. Au Grève Bretagne, en mai 2022, on avait réalisé un webinaire sur l'aide à domicile, justement, pour valoriser les métiers de l'aide à domicile pour répondre aux besoins du territoire. Donc Thomas vient de vous mettre ce lien dans le chat. Voilà, si ça peut vous être utile aussi, vous pouvez le visionner. Eh bien, merci beaucoup tout le monde et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.